survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Et à cette fin, la commission des lois est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Donc, le cadre général de notre travail, vous le connaissez. Donc, après avoir prêté serment, la directrice de l'IGPN, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui se tient à nos côtés, tiendra un propos liminaire, puis moi-même et le co-rapporteur lui poserons quelques questions. Elle y répondra et à nouveau, chaque groupe politique pourra poser 3 questions et si nous avons le temps, nous ferons un deuxième tour de table. Je vous précise que notre prochaine audition est à 21 h et donc voilà le cadre temporel dans lequel nous nous inscrivons. L'audition est ouverte à la presse à nouveau et diffusée en direct sur la chaîne parlementaire. Et je vous rappelle, mais ça, tout le monde, je pense, là à l'esprit, qu'une information judiciaire concernant une partie des faits dont nous sommes saisis a été ouverte le 23 juillet, ainsi que je vous en ai fait lecture, ainsi que je vous en ai informé en vous faisant lecture de la lettre de Madame la garde des Sceaux. Donc, Madame la directrice, avant de procéder à votre audition, je vais vous faire prêter serment, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête. Je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il faudrait... Je le jure. Je vous remercie. Vous avez souhaité faire un propos liminaire. Nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais en quelques minutes vous faire un petit chrono des saisines de l'Inspection générale de la police nationale. Le 19 juillet de cette année, le ministre de l'Intérieur a saisi l'Inspection générale de la police nationale en vue de réaliser sous huitaine une étude sur les règles auxquelles est aujourd'hui soumis l'accueil des observateurs sur une opération de police et les conditions dans lesquelles messieurs Benalla et Crasé ont été autorisés à assister au service d'ordre du 1er mai. J'ai confié cette étude à mon adjoint, monsieur Michelin, et au cabinet des inspections, des études et des audits. L'IGPN a ensuite été saisie le même jour par le préfet de police en vue de réaliser une enquête administrative, cette fois, sur la communication à des tiers de la vidéoprotection produite par la préfecture de police. J'ai confié cette enquête administrative à la délégation de l'Inspection générale de la police de Paris. Enfin, le 20 juillet, l'IGPN a été saisie par le parquet de Paris d'une enquête judiciaire, cette fois-ci, dans le cadre d'une co-saisine globale avec la brigade de répression de la délinquance de la personne de la police judiciaire de Paris pour des faits de violation du secret professionnel et recel et pour avoir fait accéder à des personnes non habilitées aux images de vidéoprotection. J'ai confié cette dernière enquête judiciaire à la Division nationale des enquêtes. Il me paraissait important de vous faire précisément le point sur les 3 saisines de l'Inspection générale de la police judiciaire en 2 jours, le 19 et 20 juillet dernier. Pour être tout à fait complète, je voudrais également préciser que l'Inspection générale de la police nationale a reçu un signalement de violence policière le 3 mai à 2h13. Les recherches que j'ai effectuées samedi dernier sur la base d'informations que j'avais reçues nous ont permis de retrouver ce signalement de violence policière le 3 mai à 2h13. Le signalant était un jeune homme qui n'était pas témoin des faits, mais qui relayait une vidéo trouvée sur Internet. Et il l'a bien relayée comme étant des violences policières. Pour ce témoin, comme pour les agents qui ont exploité ces images, il n'y avait pas de doute que les protagonistes fussent des policiers. Les agents de l'inspection générale relèvent qu'il s'agit d'effectifs en civil, intervenant avec des effectifs en tenue, comme ça peut tout à fait être le cas lors de maintien de l'ordre. Ils relèvent que les gestes techniques de police en intervention sont assez mal maîtrisés, mais ils ne détectent pas de violence illégitime. La plateforme
n'a ensuite enregistré aucun signalement relatif à ces faits, ni d'un témoin direct, ni d'une des deux personnes qui, sur la vidéo, ont fait l'objet de l'usage de la force. Et il n'y a eu en aucun cas contestation de la cause ou allégation de blessures qui auraient objectivement porté la question de la proportionnalité de l'usage de la force et dès lors de son illégitimité. À aucun moment il n'a été question que les deux personnes en civil n'appartiennent pas aux forces de sécurité intérieure. Et entre le 2 mai et le 18 juillet, aucun signalement n'est parvenu sur la plateforme pour évoquer la présence de M. Benalla et de M. Kras, place de la Contresparc. 2 autres signalements ont été portés à la connaissance de l'inspection générale sur ces faits de maintien de l'ordre du 1er mai. Ils ont été tous les deux pris en compte parce que pour le premier, nous avions une victime qui est venue déposer plainte à l'inspection générale. Et pour le deuxième, nous avions une photo qui n'était pas très explicite et qui a été adressée à une des directions d'emploi intervenant en l'espèce à la direction centrale des CRS. Donc sur ce maintien de l'ordre, nous avons eu 3 signalements, chaque fois sur des faits reprochés à des policiers. Et encore une fois, le 3 mai 2018, c'est ainsi que cela a été traité. C'est bien ainsi que le témoin nous a envoyé le lien avec la vidéo qui est parue aujourd'hui dans tous les médias. Voilà, ce sont donc les 4 sujets sur lesquels je peux parler du travail de l'inspection générale, à cette limite près évidemment que l'enquête judiciaire, elle, est protégée par le secret et que évidemment je ne pourrais rien en dire. Merci. Est-ce que vous souhaitez développer votre propos sur ces 4 points ou est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions? Alors, une fois n'est pas coutume, on va laisser mon co-rapporteur commencer et j'enchaînerai avec mes questions. On peut faire un vote, Monsieur Habib. Madame la chef du service de l'inspection générale de la police nationale, quand serez-vous en mesure de communiquer à notre commission d'enquête les termes de vos rapports administratifs s'agissant des 2 saisines administratives sur lesquelles vous travaillez? Comme je l'ai dit, monsieur le rapporteur, la lettre de mission du ministre de l'Intérieur nous fixe un délai de 8 jours. Il nous a fixé un délai de 8 jours jeudi dernier, donc nous allons arriver à une remise du rapport jeudi ou vendredi ou plus tard. En ce qui concerne l'enquête administrative, elle a démarré, des auditions sont en cours, elle va demander de nombreuses investigations, de nombreuses auditions. Donc, je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur la durée d'une enquête administrative. Nous avons, au cours de nos différentes auditions, compris que le statut d'observateur et la procédure qui était liée à ce statut n'était finalement régie par strictement aucun texte, aucune note de service, et que c'était une procédure finalement qui n'avait pas de formalisme particulier. Est-ce que vous me confirmez ce point ? Je le confirme tout à fait, Madame la Présidente. Aucune note relative à la présence d'observateurs extérieurs à l'institution policière lors d'opérations de maintien de l'ordre ne semble exister. Nous avons retrouvé l'instruction du directeur général de la police relative au maintien de l'ordre dans la police nationale, mais elle est récente, elle est du 21 avril 2017, mais elle n'aborde pas le sujet. Ce qu'on peut en retenir en creux,
c'est que les acteurs policiers du MO sont le directeur du service d'ordre et le chef de secteur opérationnel, et que selon le paragraphe 3.2.3, il est indiqué clairement que seuls les personnels actifs de la police nationale peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre public. Donc, en creux, cela pourrait vouloir dire que c'est le responsable du service d'ordre qui peut autoriser la présence d'un observateur sur le terrain. Deuxième chose, il nous est quand même apparu de manière assez claire qu'il y a peu de sujets sur cette question et peu d'interrogations sur cette question. C'est-à-dire que lorsque nous sommes allés voir un certain nombre de responsables de service, un certain nombre d'acteurs d'un certain niveau, aussi bien à la préfecture de police que en sécurité publique en province, ça fait assez peu de doutes et les choses sont assez claires que c'est le préfet ou son cabinet qui est compétent pour autoriser des observateurs à suivre des opérations de service d'ordre et plus encore de maintien de l'ordre. Alors, tous les observateurs ne se valent pas. Évidemment, selon la sensibilité du maintien de l'ordre ou la personnalité de l'observateur, ça peut monter plus ou moins haut dans la hiérarchie, mais on est toujours au niveau d'un préfet ou d'un directeur opérationnel. Et ça ne pose question à personne. C'est le bon sens qui prime. Alors, il est très probable, et c'est d'ailleurs ce que nous demande le ministre, que nous allons faire un certain nombre de propositions pour cadrer davantage ce sujet. Mais je voudrais tout de même signaler que de mémoire d'acteurs de l'Inspection générale de la police nationale, d'acteurs de maintien de l'ordre, voire même de l'Inspection générale des services, qui a été fondue avec l'IGPN en 2013, des observateurs, il y en a très régulièrement sur les services d'ordre. Ces observateurs, à mon sens, ce sont des choses qui sont bonnes, parce que l'action est transparente, parce qu'on n'a rien à cacher, parce qu'une meilleure connaissance des conditions d'intervention des services de police, de leurs difficultés sur le terrain, de la sensibilité des interventions est essentielle et qu'elle doit être partagée. Et il n'y a pas eu, au cours des dernières années, encore une fois, aussi loin que remonte notre mémoire, il n'y a eu aucun sujet. Les observateurs n'ont jamais posé aucun problème. Ils ont été accompagnés de manière tout à fait classique et normale, mais ils sont restés dans un rôle d'observateur. Très bien. Est-ce que, à votre idée, vous avez une idée du nombre d'observateurs qui sont présents alors sur une année, sur tout le territoire national? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est plus, davantage? Alors, je suis incapable de le quantifier précisément, mais pour en avoir parlé avec mes collaborateurs et avec des gens qui, justement, ont fait du maintien de l'ordre à Paris et en province, entre élus, chercheurs, journalistes, on peut stagiaires éventuellement, on est sur plusieurs centaines, voire milliers d'observateurs. Plusieurs centaines, plusieurs milliers, et à chaque fois, ces observateurs sont, on l'a bien compris, équipés pour leur protection, parce que dans certaines manifestations... Alors, est-ce que cet équipement existe dans chaque manifestation, ou à chaque fois, en fait, la personne en charge apprécie, compte tenu des circonstances, le niveau d'équipement qu'il convient d'adapter pour la protection de l'observateur? Alors, il n'y a pas de règle. Lorsqu'on accepte un observateur, on en est responsable. C'est-à-dire qu'on est responsable aussi de sa sécurité et il faut le protéger. Si le service d'ordre est un service festif sans aucun sujet, sans aucun problème, sans que des renseignements aient été recueillis sur une sensibilité quelconque et un risque quelconque, il n'y a aucune raison d'équiper les observateurs d'un casque ou de quoi que ce soit. L'équipement du casque, il n'intervient que
si il y a des risques que la manifestation, par exemple, dégénère et qu'il y a des risques pour l'observateur. Mais encore une fois, les chefs de service sont des gens responsables et ils ne souhaitent pas faire prendre des risques à quelque observateur que ce soit. Et puis, lorsque la situation dégénère, ils ont bien d'autres choses à faire que de protéger des observateurs et donc de se donner du travail supplémentaire. Donc véritablement, on a observé que chaque fois, les autorisations sont données par rapport à une situation, par rapport à des risques qui sont évalués, par rapport à l'intérêt qu'il y a, et c'est véritablement du sur-mesure. Très bien. Et ce jour-là, lors de la manifestation du 1er mai, est-ce que vous savez s'il y avait d'autres observateurs déployés sur Paris, ou est-ce que les seuls observateurs étaient les 2 personnes dont on parle, place de la Contrescarpe? À ma connaissance, c'était les seuls observateurs. Et une dernière petite question avant de passer la parole au groupe. Il est d'usage, on est bien d'accord qu'à chaque fois, il y a un référent sur place qui est en charge de la gestion de ces observateurs. C'est l'usage. Et ce référent ne fait que ça? Normalement, il ne fait que ça, oui. Et donc là, quand ce référent constate qu'il y a une difficulté, un manquement au devoir de réserve évident de l'observateur, comme là il dépasse et il outrepasse largement ce pourquoi il est sur place, que doit faire le référent? Est-ce qu'il doit faire un signalement? À qui? Par écrit? Quelle doit être son action à minima? Quelles sont les pratiques et quel est surtout son devoir? Alors, son devoir est d'accompagner et de garder les observateurs dans leur rôle d'observateur. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais tempérer un tout petit peu mon propos et ça pose le sujet du statut de l'accompagnant. Est-ce qu'il est là pour lui ouvrir les portes? Est-ce qu'il est là pour l'accompagner, lui expliquer les choses? Est-ce qu'il est là pour le cornaquer, entre parenthèses? Je pense que ce qui a péché dans cette affaire, c'est que l'accompagnant était, comment dire, statutairement, l'accompagnant, il est à 2 corps et 7 grades en dessous du contrôleur général Simonin qui lui donne des ordres. Et il est, par rapport à M. Benalla, à un monde de M. Benalla. Et je pense qu'il y a une chose que l'on nous allait... Un monde. Un monde. Ça suscite l'interrogation. Si Qu'est-ce que vous vous voulez que entendez je par là, l'explique. madame? Ils sont pas sur la même planète, effectivement, comme vous le dites, monsieur le député. L'un est major de police et l'autre travaille au château. Donc on ne peut pas considérer qu'ils sont complètement sur le même niveau. Et donc ce que nous allons évidemment proposer, c'est de donner non pas un statut, mais un rôle à ces accompagnants, l'accompagnant des observateurs, de manière à ce qu'ils aient la légitimité. Et la légitimité, elle se gagne par exemple par le grade pour accompagner des observateurs et ne pas simplement être encore une fois chauffeur ou ouvreur de porte. Alors, mais sur le plan, quelle aurait dû être son attitude voyant un comportement inapproprié? Moi, j'aurais souhaité, en tant que chef de l'inspection générale, qu'il puisse les retenir, qu'il puisse leur dire « votre place n'est pas là », qu'il puisse leur dire « vous n'intervenez pas, vous êtes en train d'interférer ». Et j'aurais aimé que cet accompagnant ait encore une fois la légitimité pour
pour les arrêter finalement, hein, pour leur dire qu'à ce moment-là, il faut se retirer. Ils n'avaient rien à faire dans la mêlée, il fallait revenir sur une place qui était une place d'observateur. J'entends, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Parce que là, vous me parlez, vous auriez aimé qu'il puisse intervenir, mais en étant simplement spectateur, n'ayant pas la possibilité d'intervenir, aurait-il eu au moins la possibilité de signaler les faits dont il avait été témoin? Bien sûr, bien sûr. Qui n'a pas été fait, à votre connaissance? Il aurait pu faire un compte-rendu et rendre compte de ces faits. Il ne l'a pas fait à ma connaissance, mais encore une fois, l'enquête judiciaire est en cours. Il faudra aussi voir quelle a été, lui, sa perception des faits, parce que, évidemment, c'est une chose de décortiquer des images à froid et une autre d'être dans la mêlée. Donc tout cela, ça méritera d'être mis totalement à plat, au plan judiciaire bien sûr, et puis ensuite au plan administratif. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par le ministre de l'Intérieur, il est évident que nous ferons un certain nombre de propositions pour que les choses soient beaucoup plus normées, cadrées. Ce n'est pas très compliqué, hein. Il y a des sujets qui sont juste des sujets de bon sens et qui devraient être résolus en très peu de temps. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole au groupe La République En Marche. Madame Naïma Moutchou. Je poserai une question et les deux autres questions seront posées par mon collègue Jean-Michel Fauvergne. Alors, Madame, nous avons auditionné Monsieur Stroder à l'instant, qui nous a déclaré à propos de la vidéo qui a été signalée à l'IGPN dès le 3 mai sur donc la plateforme réservée au signalement. Monsieur Stroder a dit « Cette scène a été signalée sur la plateforme de l'IGPN, elle a été analysée par des spécialistes et aucune information de cette analyse ne m'a été adressée allant dans le sens d'un article 40. C'est une scène qui montre des violences et c'est une scène qui se passe en présence de policiers. Qui a décidé de classer sans suite dans les services de l'IGPN et surtout quelle réponse précise a été faite par vos services pour décider de ne pas instruire? Et le cas échéant, Pardon? Quoi? D'accord, très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette scène, lorsque nous la visionnons, il n'est à aucun moment précisé ou il n'y a aucune raison de suspecter que les deux personnes que nous voyons intervenir ne soient pas des policiers. Je vais vous lire, si vous le souhaitez, si vous me le permettez, pardon, le compte-rendu que m'a fait le commissaire divisionnaire qui a visionné cette vidéo. Et je pense que ce sera assez éclairant. La vidéo présentait une scène d'usage collectif de la force, mêlant des effectifs CRS et quelques personnels en civil, en prise place de la Contrescarpe à Paris. Des heurts éclatés qui conduisaient les CRS à opérer une charge pour disperser les belligérants. Un homme en civil porteur d'un casque se détachait alors à l'image, poussant énergiquement une jeune femme et l'éloignant de la scène principale. Il la tenait par la nuque et par le bras, ainsi qu'y procèdent traditionnellement les policiers interpellateurs. L'homme ne portait pas de coups sur la femme. Dans un deuxième temps, les images filmées montraient un jeune homme tiré par les CRS qui l'empoignaient par les pieds et les bras. Il était écarté à son tour de la scène principale et maintenu au sol. L'homme présumé policier précédemment observé accourait, rentrait dans le champ de la caméra et était vu en train d'empoigner vivement l'individu. Il le redressait et cherchait à le tirer sur le côté en adoptant un court geste d'étranglement arrière. L'homme vacillait sur ses jambes et résistait. Le présumé policier l'agrippait alors par le blouson, par l'épaule, et portait finalement la paume ouverte de sa main sur sa tête afin de le maîtriser. Au final, il ne parvenait pas à ses fins car l'homme se maintenait au sol, sans plus opposer de résistance. Il n'apparaissait pas alors aux opérateurs de la plateforme de signalement, ce que je confirmais lors de l'exploitation initiale, qu'il y ait eu manifestation a priori de violence illégitime.
Il n'était pas fait usage de moyens dont disposent les forces de police à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre, mais usage de gestes techniques d'intervention que l'on pouvait estimer ou apprécier comme imparfaitement maîtrisés dans le cadre d'une interpellation classique destinée à conduire une femme et un homme à l'écart de la foule en les conservant sous main de police. Bien. À partir de ce moment-là, il a été considéré que les violences qui avaient été utilisées, d'ailleurs le terme est impropre, la force qui avait été utilisée n'était pas illégitime, on était dans le cadre d'un maintien de l'ordre, il y avait eu décision du responsable du maintien de l'ordre d'utilisation de la force pour disperser les manifestants, et donc cet usage n'était pas illégitime et ne paraissait pas disproportionné. Par ailleurs, tout le monde considérait que c'était des policiers, dont on a remarqué qu'ils ne maîtrisaient pas parfaitement les gestes techniques et d'intervention, et pour cause, mais ça n'allait pas plus loin. On n'a pas de plainte, on n'a pas d'identification de ces personnes. On a juste quelqu'un qui nous envoie une vidéo qui n'est confirmée par rien. À partir de ce moment-là, on ne classe pas. On ne classe pas. À partir de ce moment-là, on met cette vidéo de côté. Elle a été vue par 3 personnes à la plateforme de signalement et on attend, et on fait une veille de manière à pouvoir trouver d'autres témoins ou un plaignant ou quelqu'un ou d'autres vidéos prises par d'autres personnes qui puissent à un moment donné nous permettre de faire des croisements et surtout de voir la scène dans son ensemble. Donc, l'affaire n'a pas été classée, elle a été mise de côté, mais encore une fois, nous n'avions aucune raison de penser que ces 2 personnes n'étaient pas des policiers. Nous avions des raisons de penser qu'elles n'étaient pas très efficaces, ce qui est un autre sujet. Le sujet dans cette affaire-là, pour l'inspection générale, ça n'est pas un problème d'utilisation de la force, ce n'est pas un problème de violence, c'est un problème, c'est la question de savoir si cette force est légitime. Nous considérons qu'elle est légitime, sauf que, on la considère comme légitime si c'est des policiers qui la mettent en œuvre. Je vous remercie. Monsieur Jean-Michel Fauvergue. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Directrice. Bonjour, Monsieur le Directeur adjoint. J'ai deux questions sous forme de cas pratiques. La première question est la suivante. Vous êtes directeur de service actif à la préfecture de police. Vous avez sous votre responsabilité votre chef d'état-major qui commet une faute lourde qui lui vaut une garde à vue et une mise en examen. Est-ce que votre responsabilité de directeur actif peut être engagée et est-ce que la responsabilité de votre préfet, qui est le dernier maillon opérationnel, peut être engagée aussi en responsabilité? Je vous poserai ma deuxième question après. Il y a 2 responsabilités, la responsabilité pénale et la responsabilité administrative. Les 2 peuvent être engagés, quel que soit le niveau de la personne et quel que soit le niveau hiérarchique. La responsabilité pénale d'un directeur des services actifs quand un agent commet une faute individuelle, c'est-à-dire qui n'est pas liée à sa fonction mais qui est liée à une décision qu'il a prise lui-même, ne peut pas être engagée. La responsabilité administrative d'un directeur peut être engagée s'il n'a pas fait tout ce qui était de son devoir de faire et que la faute individuelle peut éventuellement avoir été commise justement parce que le cadre n'était pas suffisant. Je dois à la vérité de dire que les responsabilités hiérarchiques sont engagées lorsque tous les éléments du manquement ont bien été étayés et ont bien été prouvés. Elle n'est pas automatique sous prétexte qu'il y aurait une erreur qui aurait été faite. Voilà. Sinon, on est responsable de tout et plus personne ne prend de responsabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ah, mais je pense que ça concerne toute la ligne hiérarchique. Voilà, ça marche. Oui, ok, merci pour cette réponse. Je note qu'on ne peut pas non plus se désengager directement de sa responsabilité aussi. La deuxième cas pratique, vous êtes toujours directeur actif à la préfecture de police. En compagnie de votre préfet, vous avez connaissance d'une vidéo qui montre des violences. Et vous savez que ça n'est pas un policier qui est sur la vidéo. Est-ce que vous êtes en obligation, puisque vous voyez des violences, est-ce que vous êtes en obligation d'en faire part aux autorités judiciaires ou non? Et si oui, ce qui me semble... si oui, pouvez-vous avoir recours pour ce faire à l'article 40, que vous soyez préfet ou directeur actif? La lecture de l'article 40 donne la réponse. Moi, je ne peux que me référer à la loi. Toute autorité qui a connaissance d'un crime ou un délit peut et est tenue de le dénoncer, de le signaler. Alors, pour le groupe Les Républicains, c'est M. Gosselin qui posera les questions. Vous pouvez vous les partager, mais 3 questions pour ce groupe. Partagé, oui, on sera à 3 questions, Madame la Présidente. On s'est partagé avec M. Arnaud Viala. Oui, donc on a effectivement un certain nombre d'observateurs qui existent ici et là en France. Et il n'y a pas de contestation d'ailleurs de leur présence, mais pour regarder davantage du côté de l'Élysée, est-ce que à partir de votre expérience, vous pouvez affirmer qu'il est courant ou très courant, enfin je voulais vous interroger sur ce point, d'avoir des observateurs qui viennent de l'Élysée, premier point. Et puis, second point, et avant de laisser la troisième question à M. Viala, est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'observateurs qui auraient dérapé, comme a dérapé l'intéressé, et dans ce cas, avez-vous connaissance des sanctions dont il aurait pu écoper? Je vous remercie. Que ce soit des fonctionnaires, des contractuels, etc. Oui. Évidemment, si ce n'est pas la même hiérarchique, c'est plus compliqué. On est bien d'accord, mais dans tous les cas, les sanctions existantes. Monsieur le député, je ne sais pas combien il y a d'observateurs de l'Élysée. Je n'ai aucune statistique en ce domaine et je crois que personne n'en a. Personnellement, avez-vous connaissance? Non, personnellement, j'ai pas connaissance d'observateurs de l'Élysée, comme j'en ai pas d'ailleurs. Je sais que et encore une fois, je pense que ça doit être encouragé. Je suis personnellement pour une grande transparence. J'ai essayé de la mettre en œuvre à l'inspection générale de la police et je pense que les services de police n'ont qu'à gagner à être transparents. Encore une fois, pour que chacun prenne bien conscience de ce que c'est que le travail sur le terrain. Travail qui est compliqué, travail qui est difficile, travail qui est quelquefois ingrat, parce que, évidemment, on veut tout et son contraire, et qu'aujourd'hui, la contrainte n'est plus acceptée par personne. Et ça, c'est pas un regret, c'est juste une constatation, l'évolution de la société. Alors, je ne sais pas vous dire combien il y a d'observateurs de l'Élysée. Je sais vous dire qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des sociologues, qu'il y a des élus, qu'il y a des journalistes, qu'il y a des étudiants, qu'il y a un certain nombre de stagiaires qui viennent dans les services de police, etc. Voilà. Donc, qui auraient pu venir de l'Élysée ou dont vous auriez connaissance? Et ça n'a pas fait partie non plus de nos investigations, je dois bien le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, et de manière très claire, c'est que nous n'avons connaissance d'aucun sujet avec un observateur qui aurait dérapé, et donc, évidemment, n'ayant pas dérapé, pas de sanctions qui auraient pu être prises à leur encontre.
Monsieur Viala. Merci. Madame la directrice, je voudrais vous demander 2 précisions sur la lecture que vous avez faite du rapport établi par le commissaire divisionnaire qui a visionné la vidéo du signalement du 2 mai. Si je ne m'abuse, vous avez indiqué, enfin ce rapport indique à un moment les termes suivants, le présumé policier. Et puis ce rapport fait également état du fait que les gestes utilisés pour contenir donc les manifestants ne témoignent pas d'une grande maîtrise de ces gestes. Est-ce que ça signifie que le commissaire qui a visionné cette vidéo a émis des doutes quant au fait que la personne qu'on voit sur la vidéo était réellement un policier? Non, pas du tout. Je me rends compte que cette lecture peut être un petit peu, comment dire, ambiguë. Le rapport a été fait avant-hier. Ce rapport, il n'y a pas eu de rapport fait au moment du visionnage, autre qu'une fiche technique qui est faite par les agents de la plateforme. Et dans cette fiche technique, il n'y a rien d'autre que mauvaise maîtrise des GTPI. GTPI, gestes techniques, police d'intervention. Le rapport que je vous ai lu, c'est le rapport qui a été fait par le commissaire divisionnaire Brisé il y a 2 jours, puisque vendredi, j'apprends que un signalement aurait été fait à l'IGPN. Le bruit devient assez récurrent, donc vendredi soir, je demande à ce que l'on revoie tous les signalements autour du 1er mai. Un collaborateur direct, qui est tellement direct qu'il est assis derrière moi, revient samedi de Saint-Malo pour revisionner toutes ces images, rechercher ce signalement. Il le trouve et son adjoint, qui a donc visionné la vidéo le 5 ou le 6 mai, me fait ce rapport avant-hier. Donc, effectivement, il parle de présumés policiers parce qu'entre-temps, on a appris que ça n'était pas des policiers. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Wiśniewski. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Directrice, je souhaitais revenir sur les conditions dans lesquelles l'Inspection générale de la police nationale peut être saisie, et ce, indépendamment du signalement sur la plateforme. Je voudrais évoquer, je dirais, la connaissance que les autorités policières avaient à partir du 2 mai du contenu de la vidéo. On a plusieurs fois entendu que votre service, l'Inspection générale de la police nationale, n'avait pas été saisi, puisque j'ai posé la question à de nombreuses reprises, à l'origine des faits survenus le 1er mai, place de la Contrescarpe, pour la simple raison que M. Benalla ne faisait pas partie des effectifs de la police nationale, ce que nul ne conteste. Cependant, le fait qu'une personne invitée en tant qu'observateur à assister au traitement par les services de police d'une grande manifestation se retrouve dans une unité au contact direct des manifestants et participe elle-même à des affrontements physiques avec eux, pose, me semble-t-il, un problème majeur d'organisation. Monsieur Benalla n'est pas venu tout seul place de la Contrescarpe, il n'a pas disposé tout seul d'un équipement de policiers et il n'a pas participé tout seul aux affrontements en dehors de tout encadrement policier. D'où ma question, Madame la Directrice. Le fonctionnement interne de la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, qui a accueilli M. Benalla le 1er mai, qui l'a équipé et qui l'a placé dans un périmètre d'affrontement, dans des conditions où il a pu faire ce qu'il a fait et qui relève de la justice pénale. Ce fonctionnement interne, qui a consisté en un véritable dysfonctionnement, à mon sens, ne méritait-il pas, dès le 2 mai, une saisine
de votre service, l'inspection générale de la police nationale, peu important que M. Benalla ne soit pas lui-même fonctionnaire de police. Madame la députée, les textes qui régissent l'inspection générale de la police permettraient ce type de saisine. Dès lors que l'action de M. Benalla et de M. Kras s'intégrait dans un ensemble qui est un ensemble justement d'actions de police pour lesquelles nous sommes parfaitement compétents. Alors on n'aurait pas pu faire d'enquête administrative sur M. Benalla puisqu'il n'est pas policier. On aurait fait une enquête judiciaire sur l'ensemble des faits et une enquête administrative en plus sur les agents de la police nationale. Je vous remercie. Je remercie Madame Mélodie Jacquet-Laforge pour le MoDem. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, si je peux juste revenir sur ce statut d'observateur qui pose question quand même à l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Donc il y a un travail qui est en cours, hein, si j'ai bien compris, pour justement le circonscrire de façon plus précise que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer finalement comment ça se passe et on va dire normalement, est-ce que la personne elle reste dans un camion? Est-ce qu'elle a la possibilité d'en sortir? Est-ce qu'elle a la possibilité de se déplacer de façon très libre? Ou est-ce qu'il faut qu'elle reste vraiment à côté de son tuteur? Comment est-ce que ça se passe finalement de façon habituelle? Je vous remercie. Alors, de manière habituelle, madame, ça se passe après l'autorisation qui a été donnée par un premier contact et une explication de ce qui va se passer sur le terrain. C'est-à-dire qu'on évite d'amener des gens sur le terrain immédiatement sans explication préalable. C'est-à-dire qu'on va d'abord présenter le dispositif, présenter les objectifs, présenter un certain nombre de choses qui vont permettre d'ailleurs à l'observateur de comprendre ce qu'il observe, parce que sinon ça a assez peu d'intérêt pour lui. Donc on lui présente toutes les règles, on lui dit à peu près comment ça va se passer, éventuellement selon le degré de confiance, on peut lui montrer, lui faire lire la note du service d'ordre, etc., etc. En tout cas, on ne part pas sur le terrain avec quelqu'un qui n'a pas été briefé en amont. Bien. Ensuite, on met cette personne au moins dans un groupe et au mieux avec un accompagnant qui va pouvoir lui expliquer sur le terrain ce qui se passe, comment ça se passe, les réactions, etc., etc. Pour que cette observation soit efficace, évidemment, on ne va pas le mettre dans un camion à 200 mètres, parce que sinon, je dirais, c'est assez peu intéressant. Mais évidemment, ça peut changer d'une minute à l'autre. Je veux dire, si les choses commencent à dégénérer, bien sûr, cette personne, elle va être extraite rapidement et mise à l'abri. Mais pour le reste, par exemple, pour un service d'ordre festif, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas dans toutes les phases et surtout les points du service d'ordre. Normalement, une fois que les choses sont terminées, on revient au point de base et on fait un débrief avec la personne. Encore une fois, si on veut que ce soit utile, il faut débriefer, il faut voir ce que la personne en a retenu, compris, entendu, etc., etc. C'est d'ailleurs le moment ou l'opportunité d'ailleurs de recadrer et de recentrer un certain nombre de choses, parce que tout le monde ne comprend pas toujours. Il peut y avoir des questions tout à fait pertinentes à poser, et là, on apporte les réponses. Voilà comment ça se passe dans la plupart des cas qui, encore une fois, ne posent aucun problème et aucun sujet. Pour le MoDem, une dernière question. Je suis désolée parce que comme j'en profite, on a une dernière question. Voilà. C'est un débriefing qui est uniquement oral ou il y a des traces écrites? Là aussi, je suis désolée, je vais être obligée de dire ça dépend.
Et vous ne faites pas la même chose avec un élu et avec un chercheur, par exemple. Avec un chercheur, ça peut se poursuivre et ça peut donner lieu à la rédaction d'un compte-rendu, ça peut donner lieu à la rédaction d'une thèse qui va être revue, qui va être relue, etc. Il y a des gens qui font une petite immersion dans un service juste parce que ils ont un intérêt à un moment ou à un autre. On a par exemple beaucoup de stagiaires qui veulent être commissaires de police et avant de s'engager, eh bien, on a besoin de savoir. Et on va passer une semaine dans un service. Donc dans cette semaine, on va faire un service d'ordre et puis voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui en font une thèse et donc vont rester beaucoup plus longtemps. Et donc ça donnera lieu à des choses beaucoup plus touffues. Je vous remercie. Pour le groupe UDI, j'avais 2 intervenants, donc 3. J'en ai 3 questions. Vous choisissez. Donc j'ai Meyer Habib, Maïna Sage et Jean-Christophe Lagarde, s'il le souhaite, pour 3 questions. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, dans les vidéos que nous découvrons il y a quelques jours, on voit Monsieur Benalla exfiltrer brutalement une dame de la manifestation et un homme qui semble être maîtrisé, entouré et encerclé par des officiers ou des agents de police, être mis à terre, battu par M. Benalla. Il aurait d'ailleurs déclaré que les forces de police étaient débordées, ce que la vidéo ne semble pas indiquer. Mais il semble, d'après ce que j'ai compris, de vos déclarations et des informations qu'on lit dans la presse, que il y a eu des signalements auprès de vos services, un signalement au moins auprès de vos services, que celui-ci n'a pas donné suite. Et j'ai du mal à comprendre que ce soit le cas. D'abord parce qu'à ce stade-là, manifestement, j'imagine que la personne qui reçoit le signalement, qui regarde la vidéo, voire d'autres vidéos, puisqu'après tout, fort heureusement, la police nationale dispose de vidéos autres, la personne qui regarde ne sait pas que ce monsieur n'est pas policier. Donc j'imagine qu'elle interprète ça au regard du titre de policier. Est-ce que, si c'était un policier, le fait de frapper un homme à terre rentrerait dans le cadre normal de l'exercice de la fonction policière? Je ne le crois pas, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne semble pas être le cas. Dans tous les cas de figure, ce qui me frappe, c'est, alors que vos services travaillent très régulièrement avec les services du procureur de la République, lorsque le 3 mai, dans vos services, on regarde la vidéo, on considère qu'il n'y a pas de suite à donner, et lorsque le procureur de la République, ou ses services, regardent la vidéo, ils ouvrent immédiatement une information judiciaire. Pourquoi, en réalité, ça n'a pas été interprété de la même façon dans vos services? S'agit-il d'une erreur de jugement? Ou est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, les services étaient en situation de considérer qu'il ne s'agissait pas, policier ou pas policier, je sors de l'affaire M. Benalla, de violence illégitime? Alors, nous avons regardé ces vidéos avec l'œil de professionnels de la sécurité et de professionnels de l'usage de la force. Je l'ai dit, pour nous, les gestes techniques et d'intervention n'étaient pas merveilleusement bien maîtrisés, et pour cause. Pour autant, en disséquant les images, nous n'avons pas vu un homme frappé à terre. Nous avons vu un homme qui a été maîtrisé, certes de manière rugueuse, mais nous n'avons pas vu de coups portés à terre. Et lorsque nous, encore une fois, nous traitons ce signalement, nous le traitons en pensant que ce sont des policiers. Pourquoi le parquet ne fait pas la même analyse que nous? Tout simplement parce que les choses changent. Ce que je disais tout à l'heure, le sujet, ce n'est pas le sujet de l'usage de la force, c'est l'usage... Enfin, le sujet, c'est l'usage, c'est la légitimité. Et la légitimité, elle est donnée par le fait qu'on n'est pas policier, et l'illégitimité, elle découle du fait que M. Benalla n'est pas policier. C'est pour ça que le parquet analyse les choses différemment, parce qu'il a un élément supplémentaire à celui que nous avons.
Madame la directrice, je voulais revenir un peu tout à l'heure dans vos propos liminaires. Vous avez parlé du château. Vous avez parlé de façon naturelle de la différence de grade. Moi, je voudrais maintenant penser à ce major et à ces officiers de police, parce que leur vie est en jeu. Eux, ils sont là, ils ont quelqu'un qui vient du château, dont on ne connaît pas réellement, on ne sait pas qui est, évidemment, M. Benalla. Est-ce que vous ne pensez pas vous-même que par votre réflexion qui a été naturelle, mais qui est logique, qu'on peut comprendre, automatiquement, cette personne doit être disculpée de faute, puisque en réalité, il aurait fallu qu'elle l'arrête. Il aurait fallu qu'elle dise non, tu ne peux pas aller intervenir. C'est ça qu'on aurait attendu de lui. Mais le fait de cette différence que vous avez même évoquée dans vos propos liminaires fait que finalement, on ne peut qu'avoir de l'indulgence, ne serait-ce au moins par rapport au major. Alors après, il y a la question des transmissions de films. Qui a demandé? Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a demandé les films? Est-ce que ça a été donné de façon automatique ou est-ce que ça a été demandé par M. Benalla ou autre qui a été donné ces films? Donc moi, j'ai un sentiment un petit peu de peine par rapport à ce major qui est dans une histoire où finalement, pensait avoir quelqu'un du château, comme vous l'avez dit, et a de gros problèmes aujourd'hui. Et je note pour terminer, madame, qu'il y a un point qui est très important, mais qui n'est pas directement de votre... Vous avez dit qu'il ne maîtrisait pas les gestes techniques. Or, il s'agit de gestes minimums pour disons, neutraliser quelqu'un. J'imagine qu'il n'avait peut-être pas les gestes aussi techniques pour avoir une arme, et j'imagine peut-être qu'il n'avait pas aussi les gestes... Enfin, toute la formation d'un policier, tout simplement, qu'il n'avait pas. Mais ça, c'est un autre débat, parce que ce n'est pas une question qui vous revient directement. Mais ça, cette question que les gestes, les gens qui connaissent un petit peu, on va dire, les techniques d'intervention, sont aussi surpris par ces gestes qui paraissent un petit peu, on va dire, maladroits. Alors, s'agissant de l'indulgence, ce que j'essaie de faire dans cette inspection que je dirige depuis 7 ans, c'est de m'accrocher toujours aux faits et de voir les choses de manière holistique. Je fais toujours rire mes collaborateurs quand je leur dis holistique, c'est-à-dire on voit les choses dans leur globalité, c'est-à-dire on voit l'ensemble des points. Ça n'est pas moi qui vais être indulgente ou non indulgente avec les agents. C'est pas moi qui vais siéger en conseil de discipline. Par contre, ma responsabilité, c'est de faire une enquête qui soit, encore une fois, globale et qui amène tous les points qui devront être, à un moment donné, pris en compte pour qu'au niveau administratif, disciplinaire, je ne parle que du disciplinaire, là je ne parle pas du judiciaire bien sûr, pour que la décision elle puisse être la plus juste, équitable, proportionnée possible. Il est évident qu'on ne pourra pas ne pas prendre en compte le fait que le major n'était peut-être pas complètement prêt à assumer ce travail d'accompagnement d'un observateur qui est allé plus loin que ce qu'il devait aller. Sur la question de savoir qui a demandé les vidéos, là je vais m'en tirer avec une pirouette en vous disant que malheureusement c'est dans l'enquête judiciaire et que je ne peux pas en parler. Pardon ? Oui. Mais vous pourrez peut-être le juger comme une pirouette, c'est normal, et donc je ne peux pas en parler, même si je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est un sujet qui est un sujet très important. Et enfin, sur la maîtrise des GTPI, je n'ai pas là l'affiche qui a été faite par ceux qui ont vu la vidéo le 5 ou le 6 mai. Mais en fait, oui, ils ont trouvé qu'avec leur œil de spécialiste, hein, que tout le monde n'a pas, qu'il y avait là quelques petites choses qui n'étaient pas magnifiquement maîtrisées. Et des gestes qui n'étaient pas tout à fait professionnels. On voit qu'il y a des gestes qui ont dû être écrits à la télévision, si vous voulez, dans les feuilletons, mais ils ont dit très précisément
pas de violence, mais gestes mal faits. Voilà. À partir de ce moment-là, on considère que sans plaignant, sans précision, sans blessure, sans etc., eh bien, on va garder cette affaire. Et encore une fois, elle n'est pas classée, hein. On va la garder, on va attendre de voir s'il y a d'autres éléments qui vont arriver. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quelquefois, on a des plaintes 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. Lorsqu'on a eu un nombre d'enquêtes absolument incroyables autour des manifestations sur la loi travail, le nombre de nos enquêtes judiciaires avait augmenté de 15 ou 16% cette année-là, tout ça lié tout simplement à la loi travail. Et on a eu des plaintes qui sont arrivées près d'1 an après les faits. Donc on a l'habitude de ce genre de choses, on met de côté. Et puis, on va pouvoir, à un moment donné, peut-être recoller. Peut-être pas, mais peut-être recoller. Et encore une fois, alors c'est vrai que quand on le sait après, on se dit, mais oui, on aurait dû se rendre compte que ce n'étaient pas des vrais flics, parce que ceci, parce que cela, etc. etc. Et j'en conviens bien. Mais à ce moment-là, il n'y a pour nous aucune raison de penser que ces gens-là ne sont pas des policiers. Et d'ailleurs, tous les policiers qui sont autour ont probablement la même perception que nous à la vidéo. Voilà. Absolument. Je vous remercie. Madame Maïna Sage pour la dernière question du groupe UDI. Oui, merci. Madame la directrice, je voudrais revenir également sur la procédure de signalement des violences policières. Vous demandez combien de signalements ont été faits à l'occasion de cette journée. Si j'ai bien compris vos propos, c'était le seul, peut-être pas. Deuxième chose, les personnes dont vous parlez, qui ont cet œil professionnel, l'usage de la force, sont-elles des personnes directement rattachées à votre direction? Et cela m'interpelle parce que, effectivement, vu de l'extérieur, vous avez ce regard avisé, mais vu de l'extérieur, ce sont des images qui sont assez, voilà, c'est choquant, je pense, pour que les personnes les signalent et qu'elles soient réalisées par des professionnels ou un observateur. Le résultat, quand même, reste le même. Et ma question, c'était de savoir, une fois ce signalement fait, vous remarquez effectivement qu'il y a des gestes qui ne sont pas tellement professionnels. Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce qu'il y a une information qui est faite auprès du groupe de policiers qui sont sur place, puisqu'on arrive à les identifier, on voit dans les images qui sont numérotées, entre guillemets. Est-ce que vous faites un retour auprès de l'équipe qui était en place pour pouvoir partager avec eux, échanger sur ce signalement? Et enfin, je voudrais ici que vous nous affirmiez qu'à cette date du 5 et 6, au regard des déclarations que nous avons eues hier, et par le ministère de l'Intérieur, et par la préfecture de police, et par M. Gibelin, que vous n'étiez totalement pas au fait que ces personnes concernées n'étaient pas des membres de l'équipe qui était en place. Oui, Madame la députée, je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. D'abord, pour vous donner quelques chiffres sur le nombre de signalements qui arrivent à l'inspection générale. Alors, nous avons mis en place cette plateforme de signalement le 2 septembre 2013, à l'occasion de la fusion entre l'inspection générale des services et l'inspection générale de la police nationale. Ce que nous voulions à ce moment-là, c'est rendre l'inspection générale plus accessible à la population, considérant que la police est au service de la population, la police des polices devait l'être également. Donc nous avons créé des délégations supplémentaires, nous en avons créé 5, et puis pour répondre aux besoins du tout venant, nous avons mis en place cette plateforme de signalement, qui est armée actuellement de 6 personnes. Elles font partie évidemment complètement de l'inspection générale de la police nationale et sont dans une unité de coordination des enquêtes. Nous recevons chaque année entre 3600 et 3700 signalements
dont une partie ne sont pas exploitables et une partie ne concerne pas la police. Donc il nous reste quelque chose comme 2800 signalements que nous traitons. Sur ces 2800 signalements, près de la moitié concernent des faits de violence présumée. C'est le reproche qui est le plus fait à la police d'avoir, enfin d'être violente, d'avoir des violences disproportionnées. Donc ça tourne autour du sujet de l'usage de la force. Bien. Depuis le début de l'année jusqu'au 23 juillet, nous avons recueilli 472 signalements concernant ce que les déclarants appellent des violences ou des pratiques brutales ou indélicates. Sur ces 472 signalements, il y en a 102 qui ont été envoyés dans les services pour information. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà ce qu'on a appris, voilà ce qu'on a entendu, nous vous demandons de vérifier et nous vous demandons de débriefer. Nous en avons 246 qui ont été attribués aux directions d'emploi pour enquête. Et sur ces enquêtes, nous en avons gardé 27 pour nous, considérant que c'était des enquêtes, enfin des faits qui méritaient véritablement une enquête approfondie. Il reste 124 signalements qui, pour la moitié, sont des classements directs, parce qu'on considère qu'il n'y a pas eu violence, ou qui sont en attente. La plateforme de signalement a une fonction pédagogique très très importante parce que nous rappelons systématiquement tous les signalants pour leur faire exprimer, expliquer, préciser ce qu'ils reprochent à la police. Et on se rend compte que dans un nombre de cas assez important, ces signalements sont faits tout simplement parce que les personnes ne savent pas quelle est la loi et elles ne savent pas notamment que la police a le droit de faire usage de la force, pas dans n'importe quelle condition, pas dans n'importe quelle, pas dans n'importe quelle condition, mais l'usage de la force, elle est prévue par la loi. C'est ce qui fait des forces de police des forces à part. Et à côté de ça, il y a évidemment des responsabilités à part. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre réponse à votre question. Évidemment, chaque fois que nous observons des situations, des habitudes, des modes de fonctionnement qui ne nous paraissent pas, au pire légaux, ça arrive heureusement très, très peu souvent, mais à tout le moins pas réglementaire ou pas déontologique, évidemment, l'inspection générale va donner ces messages aux services de police et va donner ces mêmes messages aux services de formation. Nous avons mis un groupe de travail en place, un groupe pérenne, où tout ce que nous observons dans nos enquêtes, dans nos études, dans nos inspections, est rapporté, analysé et rapporté tous les 3 mois à un groupe de formation avec lequel nous avons des échanges. C'est-à-dire que ce que nous voyons sur le terrain, eh bien, ça devient transformé en message pédagogique dans les écoles. Voilà. Je crois avoir répondu à l'ensemble de vos questions, mais si j'en ai oublié une, merci de me le rappeler. On va essayer d'avancer, mes chers collègues. Il est déjà presque 20h et notre prochaine audition est à 21h. Il y a des groupes qui n'ont pas posé de questions. Il faudrait qu'on ait peut-être un petit quart d'heure pour dîner et prendre des forces. Donc, pour le groupe Nouvelle Gauche, donc Joachim Pueyo. Oui, Madame la Présidente, merci. Moi, j'ai protection. Vous connaissez bien le dispositif réglementaire, aussi bien dans le visionnage que dans le stockage des images qui doivent être effacées au bout d'1 mois, sauf peut-être pour les caméras portatives, on nous dit 6 mois, et surtout pour l'extraction des images qui doivent être faites suite à une réquisition de l'autorité judiciaire. Moi, je voulais savoir si vous avez eu dans vos travaux antérieurs ce genre de difficultés, parce que ça pose quand même des réels problèmes en termes de nos libertés individuelles et des libertés publiques. Si à la préfecture de police, on peut effectivement ne pas respecter ces dispositions réglementaires, moi, je me pose quand même des questions selon les informations que nous avons eues. Vous allez faire l'enquête dans quelques semaines.
D'après vous, est-ce que c'est possible? Premièrement. Deuxièmement, à quel niveau de la hiérarchie on peut effectivement décider d'extraire une image suite à une réquisition d'une autorité judiciaire? En droit, ça n'est évidemment que sur une réquisition judiciaire que les images peuvent être données. Je ne dirais pas la vérité si je vous disais que le droit s'applique toujours. Malheureusement, quelquefois, il y a des manquements et l'inspection générale a quelquefois été amenée à faire des enquêtes pour identifier des personnes qui avaient exporté des images de manière totalement illégale. Le préfet de police de Paris a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises les règles et a demandé d'ailleurs, nous a saisi chaque fois qu'il y avait des dérives. Nous sommes dans un monde d'images et le grand enjeu pour nous, c'est de faire comprendre que certaines images sont protégées et ne peuvent pas être diffusées. Et c'est un enjeu tous les jours. On va là à l'encontre de la culture de l'image de nos concitoyens, notamment les plus jeunes. Et il faut que nous soyons particulièrement vigilants sur ce point. Merci, Madame Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Simplement, Madame la Directrice, vous demandez, parce que nous connaissons, nous avons eu vent de l'irritation des syndicats de police à l'encontre de la personnalité de Monsieur Benalla, dont il considérait souvent les fonctions comme ambiguës. J'ai l'impression que cela fait écho à l'audition qui s'est tenue cet après-midi au Sénat. Et vous demandez si vous, en tant que directrice, donc inspectrice générale, vous avez eu connaissance de problèmes dont vous aurez fait part à raison de votre expertise dans ce domaine, et si, par ailleurs, vous connaissiez Monsieur Benalla dans ses fonctions et son goût pour le maintien de l'ordre. Madame la députée, la réponse est négative. Nous n'avons eu aucun retour des services, aucune confidence, aucune plainte, aucun sentiment de remontée du terrain. À l'inspection générale, nous ne connaissons pas M. Benalla. Je ne connais pas M. Benalla. Mes collaborateurs ne connaissent pas M. Benalla. Madame Karamanli. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice, nous profitons de votre présence et de votre expérience en tant qu'inspectrice. Et nous souhaitons naturellement vous poser une question qui nous interroge quand même depuis le début de ces affaires. C'est, est-ce que vous pensez que le port d'armes de monsieur qui a été délivré à monsieur Benalla, au regard des fonctions qu'il exerçait auprès de l'Élysée et pour exercer des missions d'observation, vous semble-t-il quelque chose de courant, de nécessaire? Que pensez-vous de cette situation qui nous amène aujourd'hui effectivement à cette également, au-delà des agissements, à cette inquiète? D'abord, j'observe qu'on ne voit pas sur les vidéos M. Benalla porter une arme. Alors, je sais que ça se dit, mais moi, j'en ai pas les preuves. Je sais par contre que M. Benalla a un permis de port d'armes. Et je sais, mais je pense que le préfet de police s'en est pas caché auprès de vous, que ce permis pose un petit sujet, non pas parce qu'il n'aurait pas dû être donné, mais tout simplement parce qu'il manque d'une base légale, hein, parce qu'il manque un arrêté précisant, etc. Alors, plus précisément sur la question... Alors, oui, donc... Alors, attendez.
la parole à la directrice de l'inspection générale. Donc, est-ce que vous pouvez préciser? Oui, c'est-à-dire que ce permis de port d'armes se repose, la base légale, c'est un arrêté, normalement entre le ministère de l'Intérieur et les ministères concernés pour définir la catégorie dans laquelle se trouve la profession du demandeur. Bien. L'Élysée n'est pas un ministère. Donc, il n'y a pas ce type d'arrêté. Voilà. C'est un sujet que nous allons travailler avec le ministère de l'Intérieur et notamment avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mais ça ne donne pas d'éléments sur la question que vous posez, c'est-à-dire en fait l'opportunité de donner ou non un port d'armes à M. Benalla. Et moi, je ne suis pas en capacité de vous répondre parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives et que je n'ai pas les éléments techniques et juridiques qui le justifient. Et pour mieux comprendre, finalement, cet arrêté, il n'existe pas aujourd'hui par rapport à M. Benalla. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce type de situation? Il est hors la loi? Hors la loi, puisque le port lui a été donné. On ne peut pas dire qu'il soit hors la loi, puisque le port a été donné. Par contre, l'arrêté manque de base légale. Et maintenant que le port a été retiré, il n'y a plus de sujet. Mais là, on est dans la technique, on est véritablement dans la technique et on n'est pas dans la question que vous posiez, qui est la question de l'opportunité. Et sur cette question-là, moi, je ne peux pas dire grand-chose. Alors, pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Hugo Bernalicis. 3 questions, pareil. Merci. Bonjour Madame la directrice. Ma première question porte sur les GTPI, les techniques de protection en intervention. C'est bien de pouvoir interpeller quelqu'un tout en assurant sa protection, c'est-à-dire en ne le blessant pas, mais en le maîtrisant, en l'immobilisant. On est d'accord? C'est la doctrine qui est enseignée en école de police et rappelée à plusieurs reprises, notamment pour les personnes qui interviennent. Vous avez dit que l'usage de ces techniques, au-delà de la violence qui était sur ces vidéos, pour vous, n'était pas illégitime au moment où la vidéo a été regardée parce que vous ne pensiez pas que les personnes étaient policières, mais qu'elles n'étaient pas non plus disproportionnées. Et je me demande, parce qu'au regard de cette vidéo, je pense que la plupart des Françaises et des Français ont jugé ces violences disproportionnées, sans même être un expert en GTPI ou quoi que ce soit. Est-ce que d'autres vidéos, du coup, avec ce même niveau de violence, n'ont eu aucune suite? Et est-ce que, selon votre expérience, on a été de plus en plus souple sur le niveau d'acceptabilité des violences policières en manifestation? C'est une première question. Alors, très brièvement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le niveau d'acceptabilité, il a diminué, mais de manière considérable au cours des années précédentes. Il y a une société qui évolue, il y a une police qui évolue, et évidemment, tout ça y participe. Deuxième question, Monsieur Bernalicis. Vous pensiez que sur la vidéo, il n'était pas... c'était des policiers. Vous ne saviez pas qu'ils n'étaient pas policiers sur la vidéo. Néanmoins, vous avez visiblement une fiche technique en lien avec cette vidéo le 3 mai, si je ne dis pas de bêtises, après les signalements, qui met la fiche en attente. Hein, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait celle qui était renvoyée dans les services, en attente, celle qui était classée et celle que vous gardiez, vous, sous votre responsabilité directe. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé cette vidéo au service en question? Puisque visiblement, quand on voit toute la scène, y compris, on voit qu'il y a plein de policiers autour qui sont incapables de répondre. C'est quand même une vidéo où on voit un plan assez large.
On sait identifier quelle est la CRS qui est présente sur place. On sait identifier un certain nombre d'intervenants. Pourquoi n'avez-vous pas fait passer cette vidéo dans le circuit de questionnement, d'interrogation aux services concernés? Parce que on parle bien de juste l'après 1er mai. Parce que je ne considère pas que l'usage de la force pour les services de police est systématiquement synonyme de violence illégitime. Il y a eu le 1er mai près de 300 interpellations. Je ne pense pas qu'il y en ait eu une qui se soit passée de manière simple. Monsieur, suivez-nous, on va aller en contrôle de police. Ce sont des interpellations qui sont des interpellations où il y a usage de la force, encore une fois. Et je ne considère pas qu'il y a systématiquement un soupçon d'illégitimité, d'illégalité ou de disproportionnalité. Là, on a regardé ces images, encore une fois, je l'assume, je ne les ai pas vues, mais je l'assume parfaitement. Il y a 3 agents qui ont regardé ces images, dont un commissaire divisionnaire, et qui ont considéré que ça n'était pas tout à fait les règles de l'art, mais qu'il n'y avait pas de violence illégitime dès lors qu'ils pensaient, et rien ne permettait de ne pas le penser, qu'il s'agissait de policiers. Dernière question. Bien. Je suis un peu interloqué par votre réponse, Madame la directrice, mais c'est pas grave. Troisième question sur, finalement, l'autosaisine. On sait qu'il y a des vidéos, des fois, circulent sur Internet, l'IGPN s'autosaisit d'un certain nombre de faits. Et pourquoi vous ne vous êtes ni autosaisi et pourquoi vous n'avez pas eu non plus communication de la vidéo par le préfet de police, puisque lui a connaissance de la vidéo le 2 mai, c'est ce qu'il nous a dit, où il sait dès le 2 mai que ce ne sont pas des policiers sur la vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû, de ce fait, vous communiquer la vidéo, notamment pour le policier qui les accompagnait, qui lui est bien de la DOPC, je pense notamment au major Mizerski? La première partie de la question appelle la même réponse. Je vous dis pourquoi on n'a pas signalé, tout simplement parce qu'on a considéré que les éléments n'étaient pas réunis pour un signalement. Première chose. Le préfet de police aurait pu effectivement nous envoyer cette vidéo. C'est à lui que vous avez posé les questions. Il vous a, je pense, donné sa réponse. Moi, je ne peux pas vous donner sa réponse. Voilà. Je vous remercie. Alors pour le groupe GDR, Madame Huguette Bello. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, l'IGPN reçoit un signalement le 3 mai à 2h13. Nous avons appris que l'Élysée et le ministère de l'Intérieur ont connaissance de la vidéo le 2 mai au matin. Est-ce que c'est normal qu'ils ne saisissent pas immédiatement l'IGPN étant donné la gravité des actes? La question se pose d'autant plus que nous avons compris que c'est aussi sur la base de votre analyse que l'article 40 n'a pas été déclenché. Madame la députée, il n'y a pas de base de l'analyse de l'IGPN le 3 ou le 4 mai. Les autorités ne la connaissent pas. On n'a pas fait part de notre analyse. Cette analyse, elle est restée au niveau de l'IGPN. Madame Bello, Monsieur Peu. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé le soir du 1er mai à la Contrescarpe. Mais est-ce que vous travaillez également sur le rôle de Monsieur Benalla avant la manifestation, enfin toujours le 1er mai bien sûr, mais avant la manifestation, pendant la manifestation, notamment sur la base de photos et de vidéos où on le voit cette fois-ci sans casque mais avec un brassard de police et une radio à la main entre les lignes de CRS et les Black Blocs, ce qui tend à pose au moins question sur le rôle qu'il a eu en amont, pendant la manifestation, tout ça bien avant les événements de la Contrescarpe.
Cela fait partie, monsieur le député, de l'enquête judiciaire. Mais effectivement, on y travaille. Dernière question. Oui, dernière question. Est-ce que, puisque vous pouvez, ça a été dit, vous autosaisir, est-ce que vous entendez vous saisir des faits relatés par un certain nombre de policiers, notamment de commissaires de police, qui font état des interventions répétées de M. Benalla sur des opérations de maintien de l'ordre et de sa volonté répétée, selon eux, de se substituer ou pour le moins de participer au commandement d'un certain nombre d'opérations? Cela fait partie, monsieur le député, de ce qu'on appelle les éléments d'environnement et qui feront partie, là aussi, de l'enquête judiciaire. Je vous remercie. Je crois que monsieur le co-rapporteur a une question. Merci, Madame la Présidente. Donc je voudrais qu'il soit bien clair que nous serons destinataires des conclusions des deux saisines, d'une part celle du ministre, d'autre part la saisine administrative. Et je voudrais, Madame, que vous précisiez si le champ de la saisine de l'IGPN par le ministre permettra de comprendre pourquoi et comment M. Benalla a pu utiliser une radio et comment et pourquoi il a ou non pu participer indûment à d'autres opérations de maintien de l'ordre que celle du 1er mai. Vous avez pour partie évoqué cette question s'agissant du champ de la saisine judiciaire, mais s'agissant du champ de la saisine du ministre qui aboutira à des conclusions dont nous serons destinataires, il me semble important que nous connaissions parfaitement de votre part le champ de cette saisine sur ces deux points, l'utilisation de la radio très concrètement et d'autre part l'application ou non de M. Benalla dans des l'application ou non de M. Benalla indûment dans des opérations de maintien de l'ordre à Paris. S'agissant de la radio, je pense qu'elle rentre dans le champ de l'enquête judiciaire. Mais évidemment, on posera la question de manière générale sur l'ensemble des équipements dont M. Benalla bénéficiait. Lorsque je dis l'ensemble des équipements, c'est pour simplement dire que la question c'est qu'est-ce qu'on peut donner à un observateur et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner à un observateur. Et je mettrai sur le même niveau des effets siglés police, une radio et un brassard police. Donc je ne peux pas vous garantir précisément de pouvoir dire d'où venait cette radio, mais en tout état de cause, dans le rapport d'étude commandé par le ministre, la question des effets sera évoquée de manière générale parce que, évidemment, c'est un sujet central. Et puis alors après, je ne sais plus la deuxième question. Pardonnez-moi. La question portait sur le champ de ce rapport à caractère administratif, avec deux branches, la radio, vous venez d'y répondre, et une seconde branche, celle de la participation ou non de M. Benalla à des opérations de maintien de l'ordre, en dehors même de celle du 1er mai. Ça ne rentrera pas dans le champ de l'étude, mais ça rentrera bien dans le champ de l'enquête administrative et de l'enquête judiciaire. Merci, madame. Et j'ai noté une dernière question de monsieur Guillaume Vuittet, sauf si d'autres veulent encore prendre la parole, mais Guillaume Vuittet. Merci, madame la présidente. Madame la directrice, on parle beaucoup de monsieur Benalla et on ne parle peu de monsieur Kras. Parce que monsieur Benalla, en définitive, il avait reçu un accord dont le préfet de police a jugé qu'il relevait davantage du copinage malsain, si je me souviens bien du terme qui avait été employé. Mais M. Kras, il arrive avec M. Benalla, et M. Benalla, lui, dit simplement « c'est mon accompagnateur, c'est mon collaborateur », et puis voilà. Ce qui veut dire que lui, il n'a l'accord de personne pour participer à quoi que ce soit.
Est-ce que, une fois ce constat, d'une part, comment cela vous paraît-il normal qu'il ait été du coup accueilli par les forces de police sur place et par la personne qui l'avait, par le major qui devait accompagner M. Benalla? Et ensuite, ne pensez-vous pas que ça aurait dû motiver de la part du préfet de police une autre réaction que celle qu'il a eue en matière, là pour le coup de l'article 40, parce que là on n'était pas du tout dans le schéma de quelqu'un qui avait mal fait une mission d'observation qui lui avait été confiée? Il est évident, monsieur le député, que monsieur Kras fait aussi partie des sujets sur lesquels nous travaillons sur l'ensemble des 3 saisines, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de monsieur Benalla. J'ai à plusieurs reprises cité le nom monsieur Kras parce que il fait partie des questions que nous nous posons, évidemment, sur chacun des thèmes qui ont été balayés pour monsieur Benalla. Je vous remercie. Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci Madame la directrice. J'avais une question qui ressemblait à celle de mon collègue tout à l'heure sur la vidéo. On a une notion qu'il y avait un délai qui permettait de conserver les vidéos ou de les supprimer, d'une part. Donc, est-ce qu'il y a réellement un délai? Est-ce que cette vidéo aurait toujours dû être disponible au 18 juillet, puisque c'est au bout de presque 2 mois? D'une part, il me semblait que la durée était d'1 mois. Et d'autre part, quelles sont les conditions requises pour que quelqu'un réclame cette vidéo? Est-ce qu'il y a des critères précis? Est-ce qu'il y a une procédure précise? Ou est-ce que n'importe quelle personne peut venir réclamer une vidéo pour s'en servir? À quelle utilisation? Madame la députée, vous parlez bien de la vidéoprotection de la ville de Paris, de la préfecture de police, pardon. J'ai pas très précisément le souvenir de la durée de garde. Il me semble que c'est effectivement 1 mois. Hein, voilà. Il y a possibilité de prolonger ce délai. Normalement, c'est à la demande des autorités judiciaires sur réquisition. Et les personnes peuvent, les particuliers peuvent solliciter des images dans le cadre de la, de la loi informatique et liberté. Je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, mais effectivement, cette vidéoprotection, elle est complètement, cadrée légalement. Alors, 2 dernières questions, Monsieur Meyer Habib et Monsieur Bernalicis. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, juste une courte question. Vous avez parlé d'effets siglés police. Après, vous avez parlé de brassard. La radio, on en a parlé. Le casque, on est au courant. Il y avait autre chose? En général, les effets siglés police, c'est le blouson marqué police derrière, ce genre de choses. Quand je dis les effets, c'est les effets vestimentaires. Non, mais la question, elle est générale. Hein, dans l'étude du ministre de l'Intérieur, la question est générale. Je vous remercie, Monsieur Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Je reprécise ma question de tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la saisine. Là, aujourd'hui, au jour des faits, est-ce que vous avez prévu de vous saisir du rôle de M. Mizerski dans cette histoire, car il était l'accompagnant de M. Benalla, et en dehors de radio, en dehors de tout ça, mais vraiment sur le moment des faits, le fait qu'il agisse, est-ce qu'il rentre dans votre champ de compétences? Que vous avez commencé à investiguer sur le sujet? Et désolé tout à l'heure pour ma remarque en disant que j'étais un peu interloqué par vos propos, mais tous les syndicats de police ont déclaré publiquement que si ça avait été un policier, il y aurait sans doute eu des suites. Donc c'est pour ça que sur le niveau de violence. Bon bref, après c'est votre appréciation. Oui, effectivement, c'est mon appréciation et je l'assume totalement. Et je pense que j'ai des vidéos avec des vrais policiers dans mes archives que je pourrais montrer à un certain nombre de personnes pour leur montrer la différence. Hein.
Voilà, donc il n'y a aucun sujet. S'agissant du major, bien sûr, il va faire l'objet d'une enquête administrative. Il a déjà fait l'objet il a déjà été entendu judiciairement et il va faire l'objet d'une enquête administrative, bien sûr. Hein, encore une fois, c'est au niveau global. Non, l'enquête administrative est lancée. Et le major fait effectivement partie des gens qui vont être entendus et pour lesquels on va voir quelle est leur responsabilité. Je crois avoir répondu sur ce sujet très précisément par rapport à la bienveillance dont parlait monsieur le député. Bon, écoutez, Madame la directrice, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications très longues et très claires et merci d'être venue devant notre commission. La séance est levée. Notre prochaine audition est à 21h.